Télé 50, simplement congolais. À la une de cette édition du journal, les délégués de toutes les associations de conducteurs des véhicules de transport en commun ont décidé de lever la grève prévue pour lundi et mardi. Ils l'ont annoncé à l'issue d'une rencontre avec le commissaire provincial de la police. Vous allez le suivre. À Paris, un attentat a été déjoué in extremis par les forces de l'ordre devant un établissement bancaire américain, la Bank of America. L'homme s'apprêtait à enclencher le dispositif avant son interception par la police. Et on revient sur cette actualité aux USA. La signature de Donald Trump figurera sur les futurs billets de banque américains, a annoncé le Trésor le jeudi dernier, une première pour un président des États-Unis en exercice. Les premiers billets de $100 arborant la nouvelle signature seront imprimés en juin. Elle sera ensuite étendue aux autres coupures. Nous allons vous expliquer comment cela va marcher dans le journal. L'actualité explosive en football. Au Stade de France, le Sénégal a brandi sa Coupe d'Afrique devant 80 000 supporters ce samedi lors du match amical contre le Pérou, et ce, en dépit de la décision de retrait du titre par la CAF et des menaces juridiques marocaines. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue, madame, monsieur, dans ce journal. L'Assemblée nationale a déclaré recevables vendredi 3 propositions de loi portant sur le code de la famille, l'organisation et la gestion du portefeuille, ainsi que l'accès à l'information et la transparence de la vie publique en RDC. C'était lors d'une séance plénière présidée par Aimé Boji Sangara, président de cette chambre du Parlement. Le député national Augustin Moulumba a ouvert la série avec une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille tel que révisé à ce jour. Il a été suivi par l'élu des Popo Kabaka, l'honorable Jean-Pierre Passisa-Pamba, qui a exposé une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008 relative à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. Enfin, l'honorable Jacques Joly a présenté une proposition de loi portant sur l'accès à l'information et à la transparence de la vie publique en République démocratique du Congo. À l'issue des présentations, le président de l'Assemblée nationale a ouvert le débat général. Plusieurs députés sont intervenus pour formuler observations et amendements, saluant globalement la pertinence des initiatives et recommandant leur examen approfondi en commission. Le débat général sur ces 3 propositions de loi sous examen est clos. Nous pouvons nous prononcer sur leur recevabilité respective. Au terme des échanges, la plénière a déclaré les 3 propositions recevables et décidé de leur renvoi en commission compétente. La proposition relative au code de la famille a été confiée à une commission mixte politique, administrative et juridique, ainsi que socio-culturelle. Celle portant sur le portefeuille de l'État a été renvoyée à la commission économique, financière et de contrôle budgétaire. La proposition sur l'accès à l'information et la transparence a été attribuée à une commission mixte politique, administrative et juridique, ainsi qu'à celle en charge de l'aménagement du territoire, des infrastructures et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les commissions disposent d'un délai de 10 jours pour examiner ce texte.
Et puis, s'agissant du deuxième texte législatif, son auteur, le député national Jean-Pierre Passy-Zapamba Bouka, élu de Popo-Kabaka, a expliqué que la réforme qu'il propose dans la loi sur l'organisation et la gestion du portefeuille de l'État vise notamment à redéfinir les critères de nomination des mandataires publics, encadrer leur prise de fonction, renforcer les obligations de déclaration de patrimoine auprès de la Cour des comptes, introduire des contrats de performance et clarifier les mécanismes de rémunération ainsi que les relations entre entreprises publiques et organes de contrôle. Cette réforme, initiée par les députés nationaux Passy-Zapamba, vise à rendre les entreprises publiques plus efficaces, transparentes et responsables en imposant des règles plus strictes aux dirigeants et en renforçant les contrôles de leur gestion. La proposition de loi a été examinée et déclarée recevable à la plénière du vendredi 27 mars, qui a enregistré la participation des 267 députés ainsi que de membres du bureau. Pour l'heure, elle a été envoyée aux commissions pour un examen approfondi et les commissions disposent d'un délai de 10 jours pour examiner ce texte avant de le renvoyer à la plénière pour leur adoption. Vous savez que depuis belle lurette, plus précisément depuis juillet 2008, l'État a procédé à la transformation des entreprises, de certaines entreprises, surtout un secteur marchand, d'autres entreprises en établissement public. Est-il que 18 ans après aujourd'hui, les mêmes entreprises sont contre-performantes. L'État avait décidé à l'époque son désengagement dans le secteur marchand. L'État voulait recentrer son activité sur ce qui est de la souveraineté, mais aussi il a trouvé comme modèle de gestion de son portefeuille la privatisation. À la date d'aujourd'hui, aucun résultat. C'est pourquoi nous avons pensé, au niveau du réseau des parlementaires africains contre la corruption, de revisiter cette loi en vue de redonner un nouveau souffle et de permettre à ces entreprises d'agir comme par le passé. Jugée recevable, la proposition de loi fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion de portefeuille de l'État va redéfinir les critères des nominations des mandataires, encadrer la reprise de fonction, renforcer les obligations des déclarations des patrimoines auprès de la Cour des comptes, introduire des contrats de performance et clarifier les mécanismes de rémunération ainsi que les relations entre entreprises publiques et organes de contrôle. Et puis, vous le savez, la course pour la succession de Bahati Loukebo dans le bureau du Sénat est désormais à son dernier virage. Parmi les favoris pressentis pour le remplacer figure notamment Norbert Katitima Bassengezi, qui s'impose désormais comme un pivot majeur dans la dynamique politique en cours et qui continue justement à mobiliser. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, j'ai décidé de venir déposer cette candidature pour occuper les postes rendus vacants à partir du 18 mars 2026, poste qui était occupé par l'honorable Loukebo Modeste au niveau du bureau du Sénat. Ce poste était du Sud Kivu. Et je suis du Sud Kivu, je suis même son président du groupe parlementaire ou du caucus du Sud Kivu. Deuxième, mon parti, l'ANC, les regroupements AN ont donné une lettre de consentement qui sont donc requises dans les communiqués de notre secrétaire permanent pour que je me présente. Et ce parti, depuis sa création, est toujours et derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons occuper ces postes pour, selon l'article 38 de notre règlement intérieur, pour permettre le contrôle parlementaire. Nous allons l'occuper également pour parler avec mes collègues sénateurs une fois si nous sommes élus par eux. Nous allons également l'occuper selon ces mêmes articles
pour arriver à faire un pont entre la Cour des comptes et les conseils économiques et sociaux, mais surtout les provinces, parce que nous sommes l'émanation des provinces. Nous sommes candidats, donc devant la volonté du président qui doit recevoir ces dossiers, et nous n'allons pas être trop bavards, nous allons laisser tous les processus continuer et nous allons exécuter et accepter sa volonté. Le président intérimaire et coordonnateur du comité de crise de l'AFDC, Otto Bahizi, a annoncé la tenue prochaine d'un congrès pour élire le nouveau président du parti. Les membres du parti occupant des fonctions publiques pour le compte de l'AFDCA sont appelés à se signaler auprès de la direction du comité de crise afin de clarifier leur position. Selon Otto Bahizi, les retardataires seront seuls responsables des conséquences politiques qui pourraient en découler. D'un ton résolument critique, Otto Bahizi, président intérimaire et coordonnateur du comité des crises de la FDC, a vivement dénoncé ce qu'il qualifie des dérives au sein du parti. Il accuse notamment Modeste Bahati Lukwebo de népotisme, d'une maturité politique et d'une tendance marquée à privilégier ses intérêts personnels au détriment de ceux de la formation politique. Au sein du parti, la gestion des ambitions sont taillées à son bon gré. Tous les postes donnés au parti et au regroupement sont gérés par les membres de sa propre famille. Le camarade Bahati confond ainsi le parti à ses biens personnels. L'AFDC n'est pas une fondation Bahati. Le comité de crise appelle tous les camarades qui occupent les fonctions publiques pour le compte du parti ou regroupement politique AFDCA de se signaler auprès de la direction du comité de crise afin de clarifier leur position. Les retardateurs seront seuls tenus pour responsables des conséquences politiques qui sont suivantes. Se disant engagé et déterminé, Otto Bahizi affirme que Modeste Bahati demeure certain membre du parti, mais que l'FDC se réserve le droit de se choisir un nouveau président lors du prochain congrès. Dans la même lancée, il évoque également une supposée proximité de Modeste Bahati avec le mouvement M23, une accusation lourde de sens dans les contextes sécuritaires actuels. Et après, de l'autre côté, les membres cofondateurs du parti, de la FDC, bien évidemment, sont montés au créneau et ont désavoué les 3 cadres à l'origine de la tentative de destitution de l'autorité statutaire. Réunis en conférence, les 260 cofondateurs affirment que ces derniers ne disposent ni du pouvoir, ni du mandat pour déchoir le sénateur Modeste Bahati Lukwebo de la tête du parti. Ils réitèrent leur loyauté au président de la République ainsi qu'à leur leader et exige l'exclusion définitive des personnes concernées. Je vous propose de le suivre. Les membres cofondateurs de l'AFDC sont au regret d'apprendre via les médias que 2 ou 3 membres cofondateurs venaient de déclarer la déchéance de notre autorité morale. Initiateur et président national statutaire de l'AFDC et autorité morale de l'AFDCA. Pendant que lors du congrès organisé le 15 mars 2026 à Kinshasa, il a été plébiscité à son poste de président de l'AFDC. À cet effet, nous dénonçons avec la plus grande fermeté cette cabale organisée par M. Otto Bahizi, qui du reste étaient tous présents au congrès et avaient voté la reconduction du professeur Modeste Bahati comme président national de l'AFDC, et ce pour un mandat de 5 ans à dater du 15 mars 2026. Membres cofondateurs, tenons à informer la communauté nationale et internationale que l'effectif des membres cofondateurs s'élève à 263 fondateurs. Les 3 membres aperçus à la télévision, entourés d'illustres inconnus, ne peuvent s'arroger dès lors le pouvoir et la témérité de déclarer la déchéance de notre président national statutaire sans une réunion préalable nous convoquant dans l'ensemble. Surtout qu'il est prescrit dans nos textes que la convocation d'une réunion ordinaire ou extraordinaire ne peut être initiée que par le président national statutaire de notre cher parti. En outre, demandons au président national et à toute la hiérarchie du parti d'exclure définitivement du parti les concernés.
Les 260 membres cofondateurs de l'AFDC réunis ce jour réitèrent leur loyauté à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité de l'Union sacrée de la Nation, notre famille politique, et renouvellent leur confiance totale au président national statutaire et autorité morale de l'AFDC et de l'AFDCA, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Et au Nord Kivu, les travaux d'asphaltage de la route Beni-Kasindi ont officiellement démarré au niveau de Kambo, à l'entrée de la cité frontalière de Kasindi. Une première étape concerne ce tronçon de 15 km. Cette phase initiale sera suivie d'une extension progressive couvrant l'ensemble du parcours long de près de 80 km. Cela est le résultat des efforts du ministre des ITP, John Banza-Lunda, qui, aux côtés de son homologue ougandais, avait décidé de lever tout obstacle à ce projet essentiel pour l'économie des deux pays. C'était au mois de décembre 2025, en mission de service dans la province du Nord Kivu, que le ministre des Infrastructures et Travaux publics John Banza-Lunda, en commençant par lancer les travaux de bitumage de la route Butembo-Kanyabayonga, John Banza-Lunda s'était ensuite rendu sur le tronçon Beni-Kasindi où il a affiché sa ferme volonté de voir cette route dotée d'une valeur économique importante pour la région disposer d'une couche de roulement. Il ne s'était pas empêché d'organiser une séance de travail à l'usine des concassages de l'entreprise ougandaise Dot Service qui travaille sur ces tronçons aux côtés du gouverneur militaire Évariste Somo. Une situation qui a hanté le ministre John Banza-Lunda jusqu'au point de décrocher à Kampala, capitale de l'Ouganda, où lors de la 5e réunion du comité de pilotage lié au projet de réhabilitation et rénovation de la route Beni-Kasindi, Butembo, Goma, Bunagana, John Banza et son homologue ougandais Katumba Wamada ont résolu plusieurs obstacles administratifs qui entravaient la bonne exécution de la construction et modernisation de ces tronçons reliant Kasindi à Beni sur environ 80 km avec l'asphaltage des 15 premiers kilomètres. Il s'ensuivra par après une succession d'effets opérationnels probants, dont l'arrivée de matériel y afférent. Quelques semaines après, c'est une réalité. Les travaux d'asphaltage de la route Beni-Kasindi ont officiellement démarré au niveau de Kambo, à l'entrée de la cité frontalière de Kasindi. Une première étape concerne ces tronçons de ces 15 km reliant Beni à Kasindi. Cette phase initiale sera suivie d'une extension progressive couvrant l'ensemble du parcours, long de près de 80 km. Retenez que ces projets s'inscrivent dans un vaste programme de modernisation des infrastructures routières reliant Kasindi, Beni, Butembo, Bunagana, Rutshuru et Goma, sur une distance totale de 223 km. Le ministre John Banza-Lunda a apporté son soutien à d'autres services pour l'exécution complète de ce projet salvateur pour la République démocratique du Congo et l'Ouganda. On va parler encore une fois des activités des partis politiques. Une grande marche de soutien a été organisée ce samedi à Mahagi, en Ituri, par Christian Ilunga Mutombo, cadre de l'ADESCO, parti cher à l'ambassadeur Tony Kankou Chikou. Christian Ilunga dit soutenir le chef de l'État dans son engagement à restaurer le pays et à ouvrir une nouvelle ère de développement. Samedi 28 mars 2026, 12 heures passées de 35 minutes, Mahagi, dans la province de l'Ituri, sous un soleil de plomb, la population a répondu présente à l'appel de Christian Ilunga Mutombo pour une marche de soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi dans un contexte qui exige de chacun de nous du courage et de la responsabilité face à l'histoire et à notre destin commun. Société civile, autorités coutumières, mouvements associatifs et partis politiques avec l'ADESCO en première ligne ont pris d'assaut les boulevards Tata Oguaro de Mahagi pour exprimer à l'aide des drapeaux, calicots, chants et messages leur soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi pour son engagement ferme à restaurer une paix durable sur l'ensemble du territoire national et ainsi ouvrir une nouvelle ère de développement pour son peuple. Après cette procession, vient l'heure du meeting au point des chutes. Ici, Christian Ilunga Mutombo a abordé des sujets brûlants d'actualité en nommant clairement l'ennemi connu de tous et brandissant ses motivations à soutenir le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il faut 9 mois ou bien une année pour le gouvernement. Pendant ce temps, les politiciens comme ministre parce que le système politique et Sengi Bongo
président de la République a koki ko nommé directement. La dynamique impulsée par Christian Ilunga Mutombo depuis Mahagi les conduira dans les prochaines semaines dans une campagne de sensibilisation des populations sur l'ensemble de la province de l'Ituri, province sous état de siège, qui parle et palpe l'avancée des projets de développement et dit non à l'occupation de ces terres par les terroristes du M23 qui agissent sous les ordres de l'armée rwandaise. Il n'y aura pas de grève des conducteurs de bus et taxis de transport en commun les lundis 30 et mardi 31 mars. La décision a été prise ce vendredi au terme d'une réunion qui a réuni le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa et les délégués de toutes les associations des conducteurs de véhicules de transport en commun. Le commandant de la police ville de Kinshasa a reçu les associations des conducteurs de véhicules de transport en commun dans son bureau pour un échange portant sur leur mot d'ordre lancé depuis le 16 mars dernier, appelant à l'observation d'une grève endurcie chaque lundi et mardi de la semaine pour dénoncer ce qu'ils appellent nombreuses tracasseries depuis le renforcement du contrôle des documents de bord sur les différentes routes. Au terme de cette réunion, les différents présidents des associations ont appelé leurs collègues à suspendre cette grève. Ensemble, une délégation suite à la déshydratation automemaki et pas inaye, où est Talingambu à la police. Je pense que vous avez la solution à l'immédiat, mais où est Talingambu, il y a division urbaine à transport, régie de fourrière et contrôle technique, BSP, na DGRK. Je pense que l'air Mokozia Ngumba ou à l'ansaki mission, l'air Akoya, Masolo et continuer. Le chef de la police de Kinshasa, Israël Kantou Bakoulou, s'est adressé à tous les Kinois pour leur rassurer de l'engagement des autorités urbaines à assurer la quiétude dans la circulation routière dans la ville. Le 30 dans le 31, Pédeki Bango Basala Moussalate, Kastéo Kanina Bango, et Moussala Bakosala. Kasi Basengi Biso Makambu, Zike, Mokonzi Yangumba Ayamba Bango, pour la Kotala Makambu Yabango, et Soussoua Bango, Sabango Passi, Biso Toy Bisape, Baninga Basala Contrôle. Basa la contrôle au Kanganzelate, Balongolamba sur la balabala, et puis bateau va gilet, va définir une mission. Il y a gilet à rouge, il y a gilet à noir, mission de la Koyebana, pour y avoir des retours mingi. Et puis les Kamutali contrôle, où est ma Kamutali, il y a vignette. Baote ka vignette sur la sur la parapluie, vignette comme Maboko. Parce que Baninga Nabiso, Bazako Boya vignette, où il y a Rochana Maboko, par rapport à la vignette, où il y a Rochana na kati na parapluie, ya moto ka écouter, ya moto été kamate. Ya moto sengi, ya bango. Rappelons que le lundi 16 mars au matin, la circulation a été fortement perturbée à Kinshasa. De nombreux habitants ont peiné à rejoindre leur lieu de travail, certains contraints de parcourir de longs trajets à pied. Et puis les femmes syndicalistes membres de la Confédération syndicale du Congo, CSC, à la CNS, ont clôturé le mois dédié aux droits de la femme aux côtés de leur président ainsi que des membres de la délégation syndicale de la CNSS. Cette activité était axée sur l'implication des femmes dans l'action syndicale de leur structure. C'est dans un climat de solidarité et de convivialité que les femmes syndicalistes membres de la Confédération syndicale du Congo ont procédé à la clôture du mois dédié aux droits de la femme. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du bureau de la délégation syndicale de la CNSS. Prenant la parole à cette occasion, le président de la délégation syndicale, Jean Ekomafoy, a salué l'engagement des femmes ainsi que leur implication active conformément à la vision du président national de la CSC, Fidel Kiyangi. Nous sommes en train de vouloir matérialiser la vision du camarade Fidel Kiyangi, président de la CSC, qui, lors de notre dernier conseil, nous a donné les orientations. Il veut que la femme ne puisse plus être accompagnatrice dans l'action syndicale. Eze Atem Kassouni, vice-président de la CSC, a partagé son expérience et son parcours d'intégration dans le monde syndical. Il est vraiment constaté que dans les milieux syndicaux, nous sommes encore majoritairement masculins
Mais il faut dire à cette femme-là, elle est de plus en plus nombreuse en milieu de travail. Elle doit également s'engager. Elle ne doit pas rester accompagnatrice. Elle ne doit pas rester militante pour étaler les pannes. De son côté, Nathalie Mujinga, membre de la délégation syndicale, apprenait le changement des mentalités chez la femme. Cette journée se résume au niveau de l'engagement. L'engagement, c'est le mot-clé et dans son sein, il y a plusieurs aspects. Voilà pourquoi nous sommes tous unanimes que cette fois-ci, le flambeau est réellement passé et nous allons continuer la marche. Pourquoi pas devenir aussi président de la délégation syndicale au niveau de la Caisse nationale de sécurité. À noter que cette cérémonie de clôture marque une première étape significative pour les femmes syndicalistes de la CSC. Et puis les directeurs de l'Institut national de préparation professionnelle ont reçu des Jeeps 4x4 de marque Toyota Fortuner neuve, version 2025 pour leur mobilité. C'est le directeur général de l'Institut, Godefroy Stanislas Chimanga, et le directeur général adjoint, Patrick Kayembe Nsumpi, qui ont procédé à la remise des véhicules. L'Institut national des préparations professionnelles vient de renforcer une fois de plus son charroi automobile. Cette initiative s'est traduite par la dotation des 17 véhicules des marques Toyota Fortuner, version 2025, destinés aux directeurs des GIP4. La cérémonie a débuté par le mot du président du comité des cadres de l'INPP, Moulomba, qui a salué la bravoure et l'engagement du directeur général. Il a particulièrement mis en avant son sens de l'écoute et son souci constant d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres de l'institution. Dans son allocution, le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimanga, Wamutambo, a réitéré sa volonté de placer le bien-être social des travailleurs au cœur de ses priorités. Il a insisté sur la nécessité de doter les services des moyens adéquats afin d'améliorer leur efficacité. Enfin, le directeur général, accompagné du directeur général adjoint, Patrick Kayembe Nsumpi, a procédé à la remise officielle des clés des 17 véhicules aux différents bénéficiaires. À cette occasion, il a exhorté les directeurs à faire usage responsable de ces outils de travail. Il convient de signaler que cette cérémonie a coïncidé avec l'anniversaire du directeur général Godefroy Stanislas Chimanga Wamutambo, qui a partagé un moment de convivialité avec les invités à l'issue de l'événement. Et l'actualité en dehors des frontières de la République démocratique du Congo, je le disais dans le sommaire, la police parisienne a déjoué un attentat devant les locaux de la banque américaine Bank of America. Les faits se sont déroulés vers 3h30. Des policiers ont interpellé un homme qui venait de déposer un engin explosif artisanal devant l'établissement. L'engin était composé d'un bidon de 5 litres de liquide, probablement d'hydrocarbures, et d'un système de mise à feu selon une source. Depuis la guerre en Iran, la France a multiplié les télégrammes appelant à la vigilance extrême des forces de l'ordre, notamment pour protéger les lieux de culte juifs ainsi que les intérêts américains identifiés comme cibles potentielles. Et nous sommes revenus également dans ce journal sur une annonce qui suscite déjà de nombreuses réactions aux États-Unis d'Amérique. La signature de Donald Trump figurera prochainement sur les billets de dollars américains. Une décision officialisée cette semaine par le United States Department of the Treasury qui s'inscrit dans le fonctionnement normal du système monétaire des États-Unis où chaque nouvelle émission de billets intègre les signatures notamment des responsables en fonction. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une célébration particulière, mais concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour les billets en circulation et pour les usagers? Des réponses dans ce commentaire. C'est une décision inédite dans l'histoire monétaire américaine. Aux États-Unis, la signature du président Donald Trump figurera désormais sur les billets de dollars, une première pour un chef d'État en exercice. Selon les départements du Trésor américain, cette mesure s'inscrit dans les célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance du pays. Elle est présentée comme un hommage au rôle joué par Donald Trump dans ce qui est décrit par les autorités comme une période de croissance économique
économique et de renforcement du dollar. Jusqu'ici, les billets américains portaient uniquement les signatures du secrétaire au Trésor et du trésorier des États-Unis, une tradition vieille de plus de 160 ans. Cette réforme met donc fin à cette pratique historique. Quand cela commence-t-il? Le déploiement débutera dès le mois de juin 2026 avec l'impression des premiers billets. On va parler football à présent. Devant près de 80 000 spectateurs réunis au Stade de France à Saint-Denis pour un match amical contre le Pérou, la sélection sénégalaise a présenté ce samedi le trophée de la CAN à sa diaspora en dépit de l'invalidation du titre par la CAF et des menaces juridiques marocaines. Les Lions de la Teranga sont entrés sur la pelouse dans une clameur continue avec ce titre qui, en réalité, n'existe plus. Et pour terminer cette page rose, ce samedi, la Villa Camia a servi de cadre à un moment de convivialité et de reconnaissance en l'honneur de la journaliste Sylvie Bongo Landou. À l'occasion de son anniversaire, un mini banquet lui a été offert par Jean-Marie Kassamba, entouré de plusieurs professionnels des médias venus saluer une carrière marquante dans le paysage audiovisuel congolais. Purifie nos cœurs, nos pensées. Seigneur, que nous soyons comme si on est en famille. Seigneur, enlève les arrière-pensées, le complexe inutile. Dans une atmosphère conviviale, empreinte de sourire et de complicité, journalistes et autres professionnels de médias se sont retrouvés autour d'une figure bien connue du paysage audiovisuel congolais, Sylvie Bongo Landou. À l'occasion de son anniversaire, un mini banquet lui a été offert à l'initiative de Jean-Marie Kassamba, président de l'Union nationale de la presse du Congo, section Kinshasa. Autour de la table, les souvenirs se racontent, les éclats des rires fusent et les hommages se succèdent. Car au-delà de la célébration, c'est une carrière qui est saluée. Plus de 2 décennies derrière le micro et face à la caméra, une voix reconnaissable entre mille et un style d'interview direct, sans détour, Sylvie Bongo s'est imposée au fil des années comme une référence dans l'univers médiatique congolais. Des plateaux de télévision aux grandes interviews politiques, elle a su marquer les esprits tout en ouvrant la voie à une nouvelle génération des femmes journalistes. Dans ce cadre chaleureux de la Villa Camia, collègues, amis et admirateurs ont tenu à lui témoigner respect et reconnaissance. Sylvie Bongo, c'est une femme loyale. Elle n'aime pas parce que tu as ça ou ça, elle aime parce que tu es ce que tu es. Ça, c'est l'épargne conçue et distribuée par la Chrétienne. Vous, à travers le monde, quand vous voyez à Kinshasa, il se passe des choses comme ça, c'est grâce à des gens comme elle. Voilà. Un moment simple, mais fort, à l'image de celle que beaucoup considèrent aujourd'hui comme une grande dame de la presse en République démocratique du Congo. Une célébration, certes, mais surtout un hommage vivant à un parcours inspirant. Place au rappel des titres à présent, madame, monsieur. Les délégués de toutes les associations de conducteurs de véhicules de transport en commun ont décidé de lever la grève prévue pour lundi et mardi. Ils l'ont annoncé à l'issue d'une rencontre avec le commissaire provincial de la police. À Paris, un attentat a été déjoué in extremis par les forces de l'ordre devant un établissement bancaire américain, la Bank of America. L'homme s'apprêtait à enclencher le dispositif avant son interpellation par la police. La signature de Donald Trump figurera sur les futurs billets de banque américains, a annoncé le Trésor américain cette semaine. Une première pour un président des États-Unis en exercice. Nous avons montré comment cela se passera et justement à quoi s'attendre. Et au Stade de France, le Sénégal a brandi sa Coupe d'Afrique devant 80 000 supporters ce samedi lors du match amical contre le Pérou, et ce, en dépit de la décision de retrait de la CAF et des menaces juridiques marocaines. Et vous l'aurez compris, c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, pour votre attention. L'actualité continue sur Télé 50, mais aussi sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
Kinshasa, la justice commence bien évidemment avant le parquet, cours et tribunaux. Elle prend racine dans les commissariats de police, là où sont traitées les premières infractions. Mais que se passe-t-il réellement dans ces lieux censés garantir l'ordre et le respect de la loi? Pour répondre à ces questions, Madame le procureur de la République près le tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema, Marie-Claire Rouamia Nanzige, a mené une vaste tournée d'inspection. Une mission qui l'a conduit dans plusieurs commissariats, notamment à Mongafula, Upen, Kanluka et Kintambo. Nous devrions procéder à cette inspection. Une décision prise pour essayer de rencontrer de façon vraiment réelle tout ce que les OPJ font dans leurs prestations quotidiennes. Essayer de voir les failles, essayer de voir comment donner des orientations. Sur terrain, les constats sont préoccupants. Mauvaise tenue des registres, erreurs dans la qualification des infractions et méconnaissance des textes légaux. À cela s'ajoutent des dysfonctionnements qui fragilisent toute la chaîne pénale. Autre point critique, les conditions de détention. Dans plusieurs commissariats où elle est passée, les cachots sont précaires et parfois inadaptés. C'est un constat qui a été fait et comme vous le savez, on doit faire rapport à la hiérarchie pour essayer de voir comment on pourra pallier à cela. Cela ne rentre pas dans notre compétence. Si on dit qu'on va construire les cachots, non. Ce n'est pas à notre niveau de le faire. Mais nous faisons le constat et on fait rapport à la hiérarchie. Certaines détentions jugées illégales ont toutefois été levées, permettant la libération immédiate de plusieurs personnes. Face à ces manquements, le parquet a pris des mesures immédiates. Des séances de travail ont été organisées au cours desquelles des directives strictes ont été données pour améliorer le travail. Yeux et oreilles du ministère public, les OPJ éprouvent de sérieuses difficultés dans la qualification des infractions. Afin de pallier à cette carence, des exemplaires de code pénal ont été remis par Madame le procureur Rouamia aux différents commissariats et postes de police. Dès le premier jour, il y avait un problème réel par rapport à la disposition légale à appliquer. Nous avons parlé avec eux et nous avons essayé de déceler ces différentes failles. Après, nous avons eu à remettre quand même des exemplaires de code comme soubassement qui pouvaient orienter la suite de leurs prestations. Autre irrégularité majeure, la présence des officiers de police judiciaire non assermentés. Une situation illégale qui remet en cause la validité de certaines procédures. C'est le procureur de grande instance qui est habilité à recevoir les serments des OPJ. Nous allons faire un rapport à la hiérarchie, essayer de faire le suivi de leur dossier. Parce que la loi dit qu'un OPJ non assermenté ne doit pas poser les actes. Pour renforcer le contrôle, une base de données des OPJ a été créée. Un pas vers la modernisation et une meilleure traçabilité. Cette mission de routine pour le parquet s'inscrit également dans le cadre du mois de mars dédié à la défense des droits des femmes. Madame le procureur de la République Marie-Claire Rouamia a tenu à être sur terrain dans le cadre de ce mois afin de palper du doigt les réalités sociétales. Et c'est dans cette logique de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que Madame le procureur de la République Marie-Claire Rouamia